You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et on est de retour sur le Team Liquid Map Contest avec du coup la prochaine série qui va opposer Optimus contre Snootai. Du coup cette fois-ci rencontre européenne, norvégiano-néerlandaise. Néerlando-norvégienne. Ouais, j'aime bien comme ça aussi. Ouais. C'est limite mieux. Hein. Ouais, néerlando-norvégienne. Je trouve ça plutôt stylé comme truc. Néerlando, c'est pas mal. En tout cas, un match qui, sur le papier, a plus de possibilités d'être serré, puisque clairement le match précédent ne l'était absolument pas. Oui. Même si Snot fait office de favori, de toute manière, on veut juste une game qui dure pour voir si la carte elle a quelque chose dans le beat, quoi. Bah clairement, et ça tombe bien parce que du coup, on retourne sur Travincal directement avec en bas à gauche pour Team Liquid, le joueur norvégien que vous retrouverez peut-être au Nation Noir si vous votez pour lui. Mais enfin, si vous votez pas pour lui, vous allez voter pour qui? C'est Snootai. En haut à droite avec le bon tag, puisqu'on est désormais sur Europe. Revolution GG, Optimus. Avec un point rouge très énervé. Qui ce coup-ci n'ira pas 4 son adversaire. Bah, je pense jouer que une game plus classique. ce coup-ci, ils se sentent peut-être un peu plus sereins parce que autant, game 1 et game 2, ils tentent des choses contre Solar. Dans un format relativement long, c'est un échec total. Dans un format relativement court, c'est un échec total. Bon, cette fois-ci, c'est Snoot, c'est un animal qu'il connaît, il le joue plusieurs fois par jour sur le ladder. Donc, il n'a pas vraiment de raison de ne pas tenter ses chances et pourquoi pas de ne pas tenter l'arnaque sur cette map au Treasure Goblin. Et du coup, des choses qu'on n'avait pas forcément présentées, mais là, on a double rocher qui peut s'effondrer. Et normalement, si on suit ce qu'ils font d'habitude quand il y a des rochers comme ça, si t'en pètes un, les deux s'effondrent. Et du coup, ça peut te permettre de complètement fermer ce côté-là. Ouais, il y a des chances hein, au vu du setup des deux rocks. Mais ouais, du rocher à péter hein, globalement. Il y a de l'ouverture, il y a de la possibilité là sur cette carte. Et du coup, est-ce que tu as envie de jouer bio ou mecha sur cette map? Je pense que tu peux jouer bio quand même. Ouais, bah je pense que tu peux jouer bio, surtout que bon, tu vas produire des libérateurs quand tu joues bio, et du coup il y a l'air d'y avoir pas mal de dead space pour justement jouer avec ces derniers, notamment derrière cette base avec manifestement une un gobelin juste là. Et en soi, je pense que c'est toujours cool à faire. On a aussi un petit village flottant juste là, c'est vraiment trop choupi mignon. Si seulement ça n'était pas basé dans un univers complètement démoniaque, on se croirait presque dans un univers bucolique. Bucolique. Bucolique, c'est un joli mot aussi. C'est un très joli mot. Et tu sais ce qu'est un joli mot aussi? Non. Rutabaga. C'est vrai que Rutabaga c'est pas mal. Ouais, moi j'aime bien le truc. C'est apaisant comme mot. Ouais, moi ça m'apaise. Les mots avec des B de manière générale. Comme beach. Comme biatch. Comme boule. Oui, et comme boobs. Comme boobs. Comme bré. C'est vrai. Allez, le Reaper qui vient mettre... Oui, Beat, effectivement. J'aime bien comme elle a pris son égo. Et Beat aussi. Et Beat. Tiens, encore une fois. Alors, montre-moi son développement là. À qui au Terran qui fait... Ouais, d'accord, ok. Il fait un Hélion, quoi. Du coup, il squeeze un deuxième gaz plus rapidement. Du coup, ça delay son réacteur. C'est une histoire comme ça. Je comprends pas trop le concept du truc. Donc, tu vois, genre, du coup, il a un cycle un peu décalé. Genre, ces Hélions arrivent tard, quoi. Ouais, non, clairement. Puis j'aimerais voir quelque chose de différent, peut-être des mines, bon après la mine elle a quand même pris un sacré coup dans la gueule en early game. Comme un maréchal du coup? Un maréchal ferrant? T'aimerais voir quelque chose de différent? Et oui. Ah, c'est pas mal hein. Ok. Complètement inattendu, ouais, hein. Mais néanmoins agréable. Original hein. Voilà. On aime. En tout cas. Ok, Optimus qui tank tranquillement la position. Le Viking, le Cloak, les deux Banshee. Le wall qui commence à se mettre en place. Pour l'instant, il contrôle parfaitement ce qui sort de la base, donc il n'y a pas vraiment de panique. Il va me faire run by Zergling. Ce n'est pas trop le genre de la maison. Non. Snot, il prend son temps. C'est ça, même si on le voit régulièrement, en fait, les pushers contre terrain, c'est très généralement défensif de la part du joueur norvégien. Très rare de le voir partir sur l'offensive qui est des matchs de Zergling, ou alors c'est vraiment histoire de varier. Et bah voilà, la Castor Curse évidemment, du coup on lance 16 Zergling, mais bon, il y a quand même des chances que ce soit pour aider à tenir face au Hélion de son adversaire. Notamment ici, il voit qu'il y en a 3, il y a un Zergling qui part prendre davantage de map control, vraisemblablement checker si on n'a pas un petit spatioport ou la factory en proxy. Plus vraisemblablement à ce timing là, ça sera intéressant de voir si c'est un spatioport, et du coup s'il va y avoir des embrouilles dans ces autres bases. La masse de Zergling, ok, qui a été vue par Optimus, et là Optimus tu sais que tu dois te barrer hein. Tu peux pas rester là.
Disons qu'il a pas rallié ses 4e et 5e Hélions qui sont en train d'arriver maintenant, je crois. Voilà. Donc voilà, une prise de risque qui pourrait coûter cher. J'ai pas vu ce que c'était. Le petit critter. Une espèce de vautour dégueulasse. Ah, un vautour dégueulasse. Un urubu. C'est un urubu. Il est là. Voilà. Il est caché dans les hautes herbes tel un Pokémon. Ouais, c'est même plus que des hautes herbes, c'est des ronces bâtards. Ouais, oui. Aïe aïe aïe. Elle est pas très hospitalière cette carte. Hein. Aïe aïe aïe, papi. Aïe aïe aïe, papy. Mais ok, fair enough. J'aime bien ce skin de Banshee. C'est plutôt stylé, les skins du War Chest pour les terrains. Et d'ailleurs, le War Chest 2 qui devrait arriver. Stage 2. Stage 2. Donc pour continuer à bien sûr alimenter le fond de guerre pour les WCS. Le butin. Le butin. Le butin de guerre. Et on adore les boutis ici au gaming. Attention ici, les Lions qui sont en train de se faire prendre à partie par les alliés, mais également par les Queens. La Banshee qui n'est toujours pas révélée, faute de détection. Mais l'intégralité des troupes au sol d'Optimus sont au tapis. Là en réalité quand même quand t'es Optimus t'es un peu mad parce que de l'autre côté le mec il est en train de défendre avec Zergling Queen, donc avec une défense qui lui coûte rien du tout d'un point de vue gaz et qui vient de clear tranquillement toutes les bandes, tous les Hélions que t'as fait en début de partie et enfin voilà, représentez-vous, hein, dès que vous avez produit 4 Hélions, vous vous dites que vous auriez pu grid sur le 3ème CC aussi. C'est ça. Et le problème c'est que tu fais ça, du coup tu laisses le creep s'étendre complètement, mais là en l'occurrence il a investi sur la défense et sur le fait de limiter ce creep et pourtant il est déjà hors de contrôle. Hein. Non, Snoot hors de contrôle au niveau du creep, mais c'est parce que son style de défense aussi avec beaucoup de queen en début de partie le lui permet en fait, dès qu'il a pas eu à claquer ses transfuses, bah boum, ça part en creep tumeur avec juste ce qu'il faut de transfuse pour tenir un éventuel 2 temps. Putain, mais c'est un véritable zoo cette map, Karak mâle et Karak femelle, très bien. Du coup une colorie différente hein, selon le sexe dans cet espace, des choses qui arrivent. Voilà, pas mal d'espèces hein, qui montrent moult différences selon si ce sont des mâles ou des femelles, notamment des différences de poids et de taille assez massives. L'ours polaire notamment avait des différences de taille parfois allant jusqu'à 500 kg entre le mâle et la femelle, ce qui est énorme. C'est gigantesque. Oui. Incroyable. Oui. Alors, évidemment, Banshee qui a repoussé un petit peu le creep pendant un moment, qui s'est débarrassé de quelques queens et qui va repartir à l'info, et notamment l'info que cette 4ème base est positionnée. Snut, on l'a vu jouer hein, durant les show match Nation Wars et on voit qu'il va continuer hein, sur son style de prédilection. Donc défense avec beaucoup de queens au début de partie, un T3 relativement rapide puisqu'on voit déjà un Infestation Pit qui vient de partir, mais surtout les Hydralisques au milieu en mid-game hein, qui vont lui permettre de tout simplement de contrôler les potentielles agressions de Optimus. Ouais. Bah, il avait joué Hydra contre Clem sur Catalyst notamment. Dans les 2 autres maps, il avait fait au moins une mesure de roach avant de passer sur des Hydra. Mais là, il fait directement les Hydralisques. Et en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que de manière assez similaire à Catalyst, il pourrait se retrouver face à une problématique assez importante, qui est que oui, tu as une allée en milieu de terrain qui te permet de traverser la map de manière assez directe vers ton adversaire. Mais il y a pas mal de choke points en fait sur cette allée. Et si tu te retrouves de manière similaire à son match contre Clem, t'empaler de manière systématique dans ces goulot d'étranglement, n'est-ce pas? Et ben ça va être extrêmement difficile pour lui de réussir à passer. Maintenant bon, il a quand même un assez large avantage technologique et économique avec des upgrades en avance, des upgrades des Hydra qui sont en train d'arriver, beaucoup de queens qui vont lui permettre de tempérer toute forme d'agression en early game. Ok, j'aime bien ce timing là, un petit peu entre deux eaux, et en plus on vient de repousser pas mal de creep, donc on va pouvoir prendre une position assez avancée avec ses tanks. Néanmoins, il n'y a pas vraiment de très bonne cible pour se débarrasser, enfin que pour les tanks. Je veux dire, le Roach reste quand même la cible de priorité, même si ici on a une belle détonation sur les Zerglings. Les premiers Hydralisques en fait vont rendre le truc beaucoup plus compliqué, donc c'est intéressant qu'il arrive à se projeter là vers une situation offensive le plus rapidement possible, le bon Optimus, parce qu'il veut garder cette hauteur. Il veut garder cette hauteur pour pouvoir continuer de mettre la pression sur la B4. Plus il va pouvoir s'approcher de la rampe, plus il aura l'opportunité de faire le dégât escompté. 4ème CC un peu plus rapide avant les 5ème, 6ème, enfin c'est 6ème, 7ème et 8ème baraques. Et là, il y a une sacrée concave côté Zerg. Je ne sais pas si Optimus peut encaisser ça. On va voir s'il peut trade le plus rentable.
Ouais, là il va abandonner les tanks derrière, leur permettant peut-être de mettre quelques précieux shots directement dans les Marines. Le Viking qui est laissé derrière, alors que les Marines continuent de kiter, ils continuent de kiter envers et contre tout à l'infini. Alors qu'on prépare également un drop au nord, ça a peut-être été légèrement vu par le creep. Il y avait un petit peu de creep directement sous ces Marines. Je ne sais pas si ça a été réellement vu, il faut cliquer sur les bendings. Tant qu'on est là, voilà, prendre un maximum d'unités qui valent cher. Puis prendre les Zerglings, c'est pas forcément le truc le plus intéressant. Maintenant, l'attaque va continuer ici. Le petit fucking Urubu qui va se dégager du chemin et la pression qui va continuer. Mais Snoot, lui, a traversé la map et la pression pourrait se retrouver assez rapidement sur les épaules d'Optimus. Ouais, c'est pas mal ce qu'il est en train de faire quand même, le joueur hollandais là. Il arrive à attirer l'armée un petit peu autre part. Il a la conscience de la position de l'armée de son adversaire. Et avec ce double drop, il va peut-être pouvoir trouver du dégât, même si les Hydralisques et les Marines sont en train de se précipiter. Optimus qui doit déjà reculer alors qu'il a pris beaucoup de dégâts sur ses Medivac. Et c'est con, hein, mais là c'est une domination en termes de pop qui est stérile. Et voilà, une pop qui de toute manière s'est effondrée d'un coup avec la perte de ce Medivac. Ouais. Il a un retard d'upgrade avec le 3-3 qui n'est pas lancé pour le moment. Une fois de plus, il va répondre au late game Zerg par des ghosts. On sait que le snipe peut être utile quelle que soit la cible. On pense forcément aux Ultralisques, au Broodlord, mais en fait contre les Ultralisques c'est tout à fait légitime. Et tu avais raison de le mentionner, double caillou. Hein. Le double caillou qui s'effondre du coup, bon à savoir ici, ça va être une manière peut-être pour Optimus d'essayer de gagner du temps. Maintenant en fait contre Snoot, je pense que le temps c'est quasiment ton pire ennemi, hein. C'est un joueur qui aime jouer sur la durée et on ne parle pas des macarons. La Caverna Ultra qui est balancée, le Crackling également qui est envoyé et très clairement Snoot il est vachement bien là. Et oui, il y a une grosse attaque qui est en train de se profiler, mais surtout c'est en fait la suivante qui sera dévastatrice puisqu'elle aura la pleine puissance technologique entre le 3 de défense, les Ultras, les Infestateurs et le Crackling. Là ces unités sont encore éventuellement déviables pour le joueur hollandais qui d'ailleurs a terminé son académie fantôme mais ne fait que le camouflage. Il n'a pas lancé de fantôme en eux-mêmes. Ouais, il va temporiser un petit peu avant de balancer sa production, mais là, enfin, quand tu fais ce genre de stratégie, je pense, et surtout quand tu investis rapidement dans un 4ème CC, tu sais que tu n'auras pas vraiment d'opportunité de push en mid-game. Et du coup, à partir du moment où ton adversaire a réussi à tanker les 4 premiers drops, a défendu plutôt correctement, a du creep un peu partout, bah en fait c'est le moment où tu sais que en fight frontal, tu ne passeras plus. Donc il faut accepter ce late game. Et le late game à l'heure actuelle il passe par une production de Ghost. Donc j'apprécie ce que propose Optimus. J'aurais peut-être aimé le voir un peu plus agressif, un peu plus virulent dans son ouverture de game. Ici c'est pas mal, au final il perd un Medivac et quelques marines avec. Mais il arrive à récupérer un Infestor et quelques Hydralisques. Ouais, ici il aurait fallu stimer ses marines malheureusement et on n'était pas forcément dessus et on va reculer instantanément face au Swarm Zerg qui commençait à arriver et là le Crackling est en train de se terminer, ça fait juste peur. La carapace qui sinueuse également envoyer les unités Zerg qui vont pouvoir envisager de se déverser. Par contre on n'a pas fini de taper le caillou et du coup les unités qui se regroupent justement dans un choke point, on l'évoquait juste avant. Le problème c'est que de ce côté là, choke point il n'y a pas et surtout unité pour défendre la position. Il n'y a pas non plus les tanks qui tombent les uns après les autres. On tente des snipes sur les bendings, c'est cool mais enfin... C'est limite pas rentable en fait, c'est des unités qui de manière en plus ont trouvé la connexion mais tu dépenses en fait beaucoup d'énergie pour une unité qui vaut peu cher et qui va mourir quoi qu'il arrive. Déjà 5 ultras en prod avec la carapace chitineuse qui est en train de se terminer. Il est pas mal le build de Snoot, hein. Il est pas très excitant parce qu'il est vraiment dans la position du Zerg réactif qui prend des risques et encore il prend des risques en fait. Il la joue pas Scarlet, hein. Il va pas rusher 85 drones, il reste sur une économie qui est somme toute à peu près acceptable en tant que Zerg. Il prend late B4, il fait beaucoup d'upgrades et beaucoup de queen en early game. Et du coup en fait à 12 minutes de jeu il est en train d'avoir des ultras quasiment full upgrade, en tout cas défensivement parlant il est full upgrade. Et il a fait ça avec... Pardon, putain je suis un bolos. Tant que t'es parvenu au début de la game. Non c'est bon. Ouais je sais pas, c'est... Il est bien son build, hein. Il est super fiable le build de Snoot là. Ouais, et après c'est aussi très lié à la manière dont lui le joue et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres gens qui en fait peuvent réussir à faire ce qu'il fait, vraiment à rester chez lui défensivement et ne pas subir le dégât qui le tuerait. Et même on a pu le voir par le passé avec Snoot, c'est parfois accepter de prendre du dégât pour tanker en fait ce qui peut être fait par le joueur Terran et derrière accepter de refaire les drones et que son timing d'attaque il soit 30 secondes plus tard parce qu'il a pris le temps de refaire les drones. C'est vraiment très spécifique à Snoot ici là, quand même la prise de la hatch qui est une bonne opération pour Optimus mais bon est-ce que c'est pas un petit peu trop tard dans ce scénario là. L'infestateur qui aurait aimé caler le petit fungal mais ça ne se produira tout simplement pas. Les unités ont déjà un des drops a déjà décalé par ici, l'autre se retrouve par là. Et on a une nuke dans la barre de production, le 3-3 qui va se terminer aussi.
la nuke qui est débarquée en force dans la méta. Et je sais pas si c'est parce que genre ils estiment que c'est la seule solution ou c'est le truc de bah quitte à faire une masse de ghost, autant avoir une nuke de temps en temps. Moi je dirais que c'est ça. Après, quand tu joues contre Snut, et on l'a vu hier hein, avec les belles performances de notre ami Clem durant son BO3, Ouais. c'est qu'il y a aussi cette notion, je dis hier mais c'était avant-hier, Certes. c'est ça? Oui. Ouais. Mais je ne t'ai pas corrigé parce que contrairement à toi, Ok. je suis pas un gros bâtard. Mais déjà d'un côté t'as des ghosts, donc Oui. du coup t'as envie de rentabiliser la présence des ghosts sur le champ de bataille. La nuke ça coûte pas très cher, mais aussi quand t'as un mec comme Snoot qui joue de manière très passive, très défensive avec beaucoup de structures défensives. La nuke c'est aussi un des seuls moyens en fait de repousser l'armée Zerg sans avoir besoin de commit l'intégralité de ton armée et manger un fungal dans la gueule. Ouais, et attention justement en parlant de fungal, hein, si c'est Ghost, si c'était pris un fungal au milieu de la pampa, il serait mort. Face aux ultras, ici ils vont gérer parfaitement les cracklings. Puisque mine de rien, ils ont ce petit bonus des mages contre les unités light qui fait qu'ils two-shot les Zerglings, peu importe leur crackling, ça n'augmente pas leur point de vie. Ici le Nidus qui va être envoyé par Snoot. Et ça peut être une bonne manière pour Snoot en fait de débloquer des situations, typiquement hier, enfin avant-hier du coup, contre Clem, il s'est retrouvé dans des scénarios un petit peu étranges où Clem a failli remporter notamment la game 1 parce qu'il n'arrivait pas à passer, il a dû empaler des troupes. Et le Nidus, c'est une bonne manière d'arrêter d'empaler des troupes. Alors oui, du coup, des unités peuvent le voir assez rapidement et elles décalent. Mais ces unités, pendant qu'elles sont en train de gérer le Nidus, elles sont pas en train de faire autre chose. Ça peut être une manière du coup d'empêcher la prise de nouvelles explosions. Par contre, c'est des ultras qui sortent directement. Ouais, joli. Ok. Parce qu'en fait, il y avait tous les ghosts qui étaient prêts, à sniper dehors. D'ailleurs, il s'est maintenu un petit peu hors de vision et Snut a bien anticipé en se disant ok, donc là, je suis en train de donner 3 ultralisques, on va arrêter les frais. Et c'est tout à son honneur. Du coup, Snut qui est en train de banquer sévèrement de la ressource, 5000 de minerais, 1700 de gaz, il a quelques ultralisques, même beaucoup d'ultralisques et d'hydralisques disponibles dans ce Nidus. La majorité de son armée est là. Ouais, Il cherche une autre opportunité de faire la différence. Et après, ça va être difficile de défendre, mec. Il y a des bases, elles sont super loin les unes des autres, un peu du côté terrain. Ouais, ça commence à être vachement loin. Et en plus, il n'arrive pas non plus à trouver des masses de dégâts. Là, il a forcé quelques drones à se barrer, mais il a complètement empalé ses marines dans les Benlings qui défendaient. Non, ouais, là, la meilleure peut-être opportunité de trouver du dégât de la part d'Optimus, c'est de prendre une grosse fight frontale. Mais pour prendre cette grosse fight frontale, il faudrait envisager de nettoyer le creep parce que là, il commence à avoir du creep quasiment sur son noyau de fusion, ce qui est pas censé se produire en fait dans le match-up de manière générale. Donc il va falloir envisager de nettoyer. Il va rajouter des nukes ici avec les doubles académies fantômes qui sont ajoutés très manifestement. C'est pour produire de la nuke. Et justement déjà une nuke qui part ici. Il faut que Snoot s'en rende compte assez rapidement avant de perdre cette dernière logo. C'était bien caché mine de rien. Juste ici il est cloak et il est en plus derrière le bâtiment. Donc difficile à voir tous ces drones qui vont péter. C'est pas mal. 7 drones, des cryptumeurs, une hache qui prend du dégât et des larves de perdu. Une nuke qui était par essence, je dirais, assez rentable. On va pouvoir en plus en empiler plusieurs. Il est déjà en train d'en produire 3. Le bon Optimus. Il a des difficultés à prendre une base supplémentaire et en plus le creep tape tout simplement à sa porte. Donc il faut réagir, il faut le faire le plus rapidement possible. Il a besoin de scanner un peu tout ça et de reprendre un petit peu de contrôle pour aller potentiellement chercher une B6. Alors il a un CC en haut, il a un CC en bas. On verra ce qu'il choisira comme cible. Ouais, là il va envoyer d'autant plus ici de scan pour nettoyer ce fameux creep comme tu l'évoquais, mais ça on perd des unités. Heureusement des unités pas trop chères et les ghosts du coup vont en profiter pour aller caler quelques snipes de qualité sur ces ultralisques. Le problème c'est que le fungal ça les a interrompus et que maintenant les ghosts sont forcés à la fuite pour l'instant du moins. La nuke qui tombe et qui fait 9 kills supplémentaires. L'opération qui s'avère très rentable. Il va juste les enquiller ces fucking nukes. Disons que si Snut ne fait jamais un mouvement pour défendre cette base, tu la continues de la nuke jusqu'à ce que tu tues la hatch tout simplement. Ouais. Et là il va prendre la hatch et la sport je pense. D'ailleurs le cancel est fait mais on va perdre le drone néanmoins. La hatch qui survit. Finis-le avec ton ghost là. Bah en vrai oui, auto-attaque parce que là bon c'est 13, il y a 30 points de vie, c'est en 3 attaques c'est fini Nuke en bas. Ouais, on tente des nukes dans tous les sens ici de la part de Optimus qui un petit peu pour la première fois dans cette partie arrive à générer une multitask. Snoot il se rend bien compte qu'il est là mais il y a encore de l'énergie, il sait pas combien d'énergie il y a, il va être forcé de reculer, ce qui interrompt un petit peu son mining, ça lui coûte un gaz et mine de rien à ce moment là le gaz c'est limite la ressource la plus importante, des transfus qui ont été claqués sur la hatcherie pour lui permettre de survivre et pendant ce temps là une nouvelle fight qui est en train d'être prise juste ici, il y a une bonne EMP qui a été balancée mais qui n'a pas touché les infestateurs et gros fungal sur l'armée d'Optimus. On a surtout donné beaucoup là pour Snut, il vient de donner une grosse partie de son armée même si c'est pas la plus coûteuse du GE, il a réussi à déraper quoi, sur 2-3 ghosts maximum. Ce qui fait que du coup on continue d'empiler du côté du joueur hollandais. On va avoir une sacrée pop et 110 Zerglings. Bon ça à mon avis il y a une partie de ces 110 Zerglings qui sont des Bane aussi. Ouais alors certes mais 110 Zerglings néanmoins qui ont été produits. À un moment il y avait du coup 55 larves quoi, c'est pas mal.
Attention, une nouvelle nuke qui va tomber, Snoot qui se rend bien compte. Et là, le truc, c'est que la Spore, elle peut même pas voir le Ghost parce qu'il est caché en fait. Genre, même si la Spore avait eu la portée, il est caché dans les fougères. Du coup, absolument impossible à voir dans ce scénario-là. Et là, c'est complètement la guerre nucléaire qui est balancée par Optimus, qui accélère le multitask en termes de nuke et qui les balance de manière simultanée, histoire que peut-être que Snoot se perde au niveau des alertes. Est-ce que c'est vraiment possible de perdre le joueur norvégien? Ok. Je ne sais pas. Par contre, Mais celle-là ça a l'air va d'être. faire mal, Oui! hein. Ouais, 10 drones et une Queen qui vont prendre ultra cher. Et voilà, les nukes de Optimus qui sont en train de payer. Même si on a une belle banque hein, du côté de chez Snoot, donc il va falloir battre son armée, mais il va falloir probablement la battre 2 ou 3 fois, ce qui va rendre complètement la mission bien plus compliquée. On prend la B6 au nord-ouest, ou au centre-nord même plus précisément. Du côté de chez Optimus, pour l'instant on est loin de pouvoir lui mettre la pression. Petite nuque qui va être temporisée sur la droite, c'est toujours pas vu. Ah non, c'est toujours pas vu, hein. Snoot il fait pas attention, ok il va réagir au dernier moment et il va sauver l'essentiel de ses drones, mais il perd les larves et de Ghost qui meurt dans la radiation de sa propre nuke. Je crois que c'est pas la première fois que ça arrive, hein, parce qu'on entend plusieurs fois des cris du Ghost féminin du coup, et j'ai pas l'impression que c'était forcément des unités qui les tuaient. Ici, où est le Ghost, où est le Ghost, où est le Ghost? Il est juste là encore une fois, dissimulé dans la végétation, tel le bon sniper qui l'est, et là le massacre d'unité continue à grands coups de radiation. Mec, il produit que des nukes. Ouais. Ah mais enfin bon. Why not, hein. Au bout d'un moment ça s'empile hein, mais effectivement le truc coûte 100 quoi. Le truc coûte 100, tout coûte pop. Et là il devrait détruire le Nidus je pense. Et c'est pas mal, hein. Et on utilise la majorité des transfusions aussi du côté des Queens pour maintenir les couveuses en vie. Et en vrai il fait que des Ghosts et des Libérateurs. Il a plus un pet de marine dans sa composition. Ouais. Et en vrai là, parce que d'habitude autant genre 123 supply armée Terran, tu te dis bon en 3 bending c'est évaporé, en 3 coups de lame Kaiser c'est évaporé. Ça peut être le cas pour les Ghosts, mais généralement les Ghosts ils vont avoir tendance à tuer beaucoup plus d'ultra que des marines avant le début de la fight. Donc il y a peut-être des options hein, du côté d'Optimus. En tout cas il est en train de faire un très bon boulot pour se maintenir dans cette game. Les Libérateurs qui se mettent en siège. On a déjà les Hydra qui sont en train de faire le boulot, les corrupteurs qui arrivent par le flanc est également. Et là on n'a pas beaucoup de défense. Le cloak qui est utilisé sur les Ghosts pour l'instant c'est le splash damage qui en a fait tomber un. On va perdre 11 SCV au total et on a perdu l'APF. Ouais, on a perdu la PF, mais on repose instantanément une orbitale. On va choper l'intégralité des unités. Les Ghosts qui font un massacre ici en termes de Zergling. Une nouvelle nuke qui va tomber, mais qui ne devrait pas tuer cette Ghost. Oh, s'il tue les corrupteurs avec? Non, ok. Le temps de réaction de Snoot il est ouf. Là c'était à la seconde près hein, pour le coup. Bien joué. Oh, et on finit avec ce petit Ghost, ma foi, héroïque. Enfin, cette petite Ghost, ma foi, héroïque, même si elle était seule. Toujours plus de Zergling en fait hein, de la part de Snoot, qui a pas l'air de vraiment savoir trop quoi produire. Et en fait je pense que la réponse c'est pas des Zergling pour le coup. Ouais non mais des Zerglings qui sont... Ah tu me diras ils sont 3-3 quand même. 3-3 crackling. Ouais mais tu sais comme des Ghosts... Il faut trouver une ouverture quoi. Si tu arrives à balancer 16 Zerglings dans 2 bases, ou 32 Zerglings dans 2 bases qui minent, et en tu vas fait, être capable de saper l'économie de ton adversaire super rapidement. est-ce que c'est pas le moment où on voit les limites en fait du style de jeu de Snoot? Du truc de... en fait si le mec il arrive à se maintenir en vie, à faire des libérateurs et des Ghosts, bah ton style qui est en fait censé trade contre Marine Marauder, Libérateur Tank concrètement, t'es dans la merde. Ouais. Une nuque de plus qui va tomber sur la position de B6, B7 même pour Liquid Snoot. Et ça va être contrôlé. Ouais. Toujours pas de Broodlord, un petit libérateur qui se met en place, ça a fait fuir les drones. Optimus qui continue sur le harcèlement le plus total. Indeed. Et qui va nettoyer toujours plus de creep. Mine de rien, il a pas mal repoussé hein, le Ouais. contrôle du territoire de Snoot à un moment, ça frôlait ses bases. Et maintenant, ça n'est plus du tout le cas. Là, le camouflage qui a été activé, mais la révélation qui va arriver sous la forme de ces vigilants. Il y a tellement de libérateurs et surtout, il y a des tanks qui mettent un gros splash damage aux Zerglings et aux Bending au sol. Optimus qui maintient son avance en termes de pop, qui est en train de recto-daner l'intégralité des corrupteurs. Et ici, qui pourrait peut-être se permettre d'avancer. Oula, il y a 12 ultras en production. Et ça, Ouais. ça va peut-être apporter un petit peu de sang-froid dans cette game. Bah, je veux dire, t'as beau avoir plein de ghosts et encore t'en as perdu quelques-uns. L'Ultralisque c'est pas la... c'est 26 ghosts. Putain, L'Ultralisque c'est pas la cible la plus simple et même si le Libérateur s'en sort bien, le tank est pas forcément très indiqué. Et si les ghosts ne peuvent pas sniper, alors soudainement on aura un gros problème parce qu'effectivement de l'Ultra c'est absolument pas anodin. non, clairement. Ça va bientôt débarquer hein, sur le terrain. Là, il va falloir les regrouper hein, en premier lieu.
et ensuite prendre une conca. Mais du coup le regroupement qui ne se fait pas de manière très organisée et cet ultra qui aurait pu se manger de vilains snipes. Optimus qui n'a pas forcément été au taquet là-dessus aussi, ça commence à peut-être être un petit peu lourd en énergie. On va l'utiliser peut-être au meilleur moment possible pour ces ghosts. Et justement un snipe qui tombe ici sur un premier ultra, d'autres ultras qui sont en train d'essayer de débarquer sur le terre-terre, mais ça a l'air d'être compliqué de trouver le bon angle d'attaque. Ouais, double scan pour se débarrasser du creep, Libérateur qui se met sur la B7. Les 3 Queen qui récupèrent tout ça, le Libérateur qui aura quand même néanmoins donné l'information de salut les gars, il y a beaucoup d'ultra. On voit, hein, on continue de produire du Ghost, du Libérateur, deux unités qui sont tout à fait à même de faire jeu égal face aux ultralistes, pardon. Tout à fait. Là justement Nutresque qui vient se perdre au milieu de la pampa et qui ne fera pas jeu égal hein, face à des PF qui sont là pour gagner la position. Snoot qui espère tomber face à une orbitale qui minerait, mais non, hein, les orbitales sont purement utilisées pour les mules et les scans. À l'heure actuelle c'est les PF qui gardent le terrain et ici c'est PF qui va prendre son 3ème kill sous la forme de cet ultralisque, le +3 de défense aérien en cours de recherche du côté de Snoot. Je suis en train de me dire dans ce genre de scénario, mec, enfin oui les snipes tueraient des broodlords, mais c'est peut-être justement des broodlords qu'il faut plutôt que des ultras. Parce que là, tous ces choke points, ils permettent de tuer les ultras en fait. On va voir comment il va être efficace avec ses ghosts. Avec la prise de fight qui arrive de la part de Snoot, pour l'instant, on kite le maximum possible du côté du joueur hollandais. Et c'est bien absorbé, ça vient de donner beaucoup la Snoot. Hein. Ouais, GG. Non, là c'est même fini aux auto-attaques de Ghost parce qu'il y avait les bellings directement au contact, donc dès qu'il y en avait un qui mourait, ça cancelait les autres snipes. Mais en fait, il y avait juste plus assez d'unités. Et Optimus, très bon, très résilient là sur le coup, malgré vraiment un début de game où il était vraiment en position de victime, incapable de trouver le moindre dégât. Et sa résilience lui a permis d'amener un play nuke qui lui a rendu l'avantage. Ouais, effectivement, peut-être une question à se poser par rapport à la décision de partir ultra vis-à-vis de Broodlord. Bah, la map ne s'y prête juste pas pour moi. Quoi. Trop de choke points. Les libérateurs, les tanks et les ghosts en ont fait qu'une bouchée. C'est ça. Et peut-être aussi trop de volonté de jouer en frontal quand il aurait peut-être dû écarter le combat et la difficulté, surtout sur une grande map comme c'était au préalable. On va partir sur Arashi, game numéro 2. Qui me rappelle Bassan Darati bien sûr. Hein, ce champ de bataille sur World of Warcraft. Directement en haut à gauche pour Team Liquid. Il s'agit de Snoot, mené 1-0 par son adversaire en bas à droite. Le terrain rouge pour Révolution, c'est Optimus. Parti sur un Gasthurst. Alors, Arashi, map au skin Protoss s'il en est. Petit opening aussi au niveau de la B2. Clairement ici, un accès falaise de Reaper. Est-ce que c'en est un? Ça, je pense pas. Hein. Mais du coup, pas mal de dead space hein, derrière la B1 et la B2 de manière générale. B3 a priori qui devrait être prise sur le high ground juste ici et des rochers qui coupent l'accès à une B4 potentielle. Mais on est sur une map relativement petite avec beaucoup de bases, mais des bases très en bordure de map en fait. Hein. Pas de base un peu centrée comme on a pu en voir notamment sur Abyssal Reef à l'époque. Bon, les gens sont un petit peu durs sur Snoot là. Restez tranquille. C'est un tournoi avec assez peu d'enjeux. Et au vu du niveau qu'il nous a montré avant-hier et de ce qu'il montre depuis 1 an et demi en WCS, attendez de voir une game qui vaut la peine avant de parler du niveau de Snoot. Même si effectivement sur cette game il a montré, mais c'est un peu sa particularité, hein, un peu de petit peu de facilité à se laisser endormir quoi. Pas trop de velléité offensive. Et ici un petit canon à ion qui va pilonner une autre position. Un désert de feu d'artifice. Ça vous rappelle Croix de Chavaux à Montreuil. Hein. Voilà, 23h, vous avez le droit généralement au feu d'artifice citoyen. Tandis qu'ici on a un Colossus qui est un peu bloqué dans sa stase et observé. Voilà, peut-être réparé. Ah non, ok. On a trouvé la fabrique à Colossus. Donc il faut le savoir, hein, si vous pétez cet endroit, c'est ici que ça se passe. Plus aucune robot du jeu ne pourra produire de Colossus. Voilà, faut peut-être le nuke, je ne sais pas. Ce serait trop stylé, mec. C'était effectivement ça. S'il suffisait de nuker cette position pour que plus jamais tu fasses face à des Colossus, ce serait incroyable. Bon, moi ça me dérangera pas. Hein. T'aimes pas le Colossus de toute façon. Bon, c'est une unité nulle. Toi t'es le Templar guy. Quoi. Non, mais enfin, c'est pas une unité. La tempête psionique. C'est un gros pylône qui balance des lasers, quoi. Ouais, c'est marrant quand tu gagnes avec quoi. Je sais pas. C'est une unité sympa. Quoi. Non, mais donne-moi la possibilité de faire voler mes pylônes et de rendre leur une auto-attaque et pour moi c'est la même, tu vois. Et tu utiliseras des Colossus, des pylônes volants. Ouais. Intéressant. Ça sera vachement mieux. La contre-attaque de Zergling ici qui fait un petit peu de dégâts et qui va forcer Optimus à foutre un peu le bordel dans sa main.
Le Zergling ouais. va tout confirmer. Après, on n'est absolument pas étonné du choix de build. Non, en même temps, dans la méta actuelle, je pense que l'early game TVZ est assez serein. Clem SC2, bien sûr, Depix Clem, de son ancien nom, qui est là. Bisous à toi, mon petit Clem. Et Voilà. très bien joué, hein. Très beau BO3, j'ai pas eu l'occasion de te le dire, mais c'était vachement cool de te regarder jouer contre Snut. Tout à fait. Il y a de ça 2 jours, vraiment un très cool BO3. Et bien sûr, on espère que tu as d'ores et déjà fait ton inscription hein, pour Nation Pas Wars sur le vérifié site aujourd'hui, tu vois. nationwars.tv. Nationwars.tv. Et que contrairement à Drogo, tu n'as pas mis une image nulle en photo pour ta candidature. Il a mis quoi? Je sais pas, mais c'est Aeromi qui lui a envoyé un tweet genre est-ce que vous êtes passé le mot avec Major et je sais plus qui pour tous mettre des images d'animé nulles C'est peut-être la house C'est- coréenne qui s'est dit on va foutre de la merde sur notre inscription. qui était bourré pour la énième fois de la semaine et vas-y, des jeux de voir, c'est parti. On va mettre des waifus mais la petite pression ici sur la B3, hein, rien de dramatique, ça force juste les queens à se déplacer effectivement. Parce que bon, si tu laisses le joueur Terran te prendre 400 de vie sur cette fucking hatch, et bah qui sait ce qui va se passer au niveau du drop 16 marines qui pourrait arriver éventuellement, ou même sur la pression Elbat, hein, mine de rien. Ouais. C'est ce vers quoi on pourrait s'orienter, même si pour l'instant on manque d'une armurerie pour cela. Quelques Zerglings qui ont encore une fois trouvé leur chemin dans les bases d'Optimus, même si cette fois-ci ils ne monteront pas vers la B1. Ouais, il temporise pour son 3ème command center, d'ailleurs il commence à banquer de la thune, voilà, faut le lancer, c'est fait. Pour Optimus, les queens qui se mettent en position défensive au niveau de la B3, on va se regrouper avec quoi? Encore une fois un timing Elbat avec un Liberator, j'ai pas vu passer d'armurerie ici. Ouais, j'ai pas vu passer d'armurerie non plus, un autre canon ici. Donc il n'y aura pas de timing Elbat manifestement, on va être purement sur du Hélion et on va jouer bio derrière. Ce qui a du sens hein, du coup, si tu poses ton armurerie ça colle plutôt le mecha et tu peux jouer bio en ayant posé ton armurerie. Mais c'est vrai que du coup si tu la poses pas en fait t'as plus de thunes pour poser rapidement tes 2 Rax et ensuite tes 2 eBay et ensuite également du coup puisque l'armurerie coûte du gaz, ton 1 d'attaque ou même juste ton Steam ou... Ouais, quel que soit ce qui coûte du gaz. Voilà, en fait faire des trucs qui sont autres que l'armurerie et ce qui est plutôt pas mal quand cette armurerie tu n'en as réellement besoin que pour éventuellement timing Elbat qui n'est foncièrement pas nécessaire puisqu'ici il trouve quand même pas mal de dégâts entre ces deux fronts différents. C'est vachement bien ce qu'il vient de nous faire là, le bon Optimus, il vient de nous gérer une bonne douzaine de drones tranquillement avec un drop Hélion dans la B1 et ce petit run by sur la B3 qui au minimum va se faire clear mais va finir par prendre plus de Zerglings et ici ce n'est pas fini, on est à 18 drones, bientôt 19. Non, ça arrêtera à 18. What putain, the le Liberator, fuck il est gigantesque comme ça. Mais il est méga vénère ce skin. Bon, ça n'empêche pas de se faire démolir par 3 queens, mais effectivement, le skin est plutôt stylé. Je me demande si c'est pas aussi une question de couleur, tu vois, peut-être qu'il y avait déjà le skin tout à l'heure, mais vu qu'il était bleu ça se voyait moins et là en noir genre c'est massif, enfin noir et rouge c'est massif, je ne sais pas. Merde ouais, non le Liberator qui n'a pas trouvé des masses de dégâts, c'est dommage, c'est des choses qui arrivent. C'est un 12 euphémisme. Un 12 Il féminin. n'a rien fait du tout. Pourtant il y a 18 drones qui sont morts. Le Liberator. Ouais mais je vois pas du coup comment ça peut être un 12 euphémisme. Oh là là. Eh ouais. Ah, il est bon. Toujours là. Bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Sur Twitter. @StarCraft, Allez, la team Bad Puns. si vous aimez les puns. Qu'est-ce qu'il ouvre là? Ah, ok. Il ouvre une potentielle position de B4. Intéressant. Elle est pas mal cette carte. Comme le musée du coup. Le musée des cartes. Ah, non, moi je pensais au musée du Louvre. Parce que du coup, qu'est-ce qu'il ouvre Ah, qu'est-ce qu'il ouvre? Mais le musée des cartes, ça marche aussi. Incroyable. Roach cette fois-ci. Voilà. Moi j'ai un peu la sensation aussi qu'on a un Snoot qui perd quand il fait directement Hydra. Alors que la théorie c'est quand même que Hydra c'est meilleur. Mais si d'un autre côté tu fais des Roach et que du coup tu investis dessus mais que tu subis moins de dégâts sur le long terme et qu'ensuite tu as une pop à réellement trade et qui t'a pas coûté si cher que ça, c'est peut-être un peu plus intéressant en fait dans la manière, dans le style de jeu qu'a Snoot de manière générale de faire ses Roach. Et surtout en fait je comprends pas comment est-ce qu'il choisit de faire ses Roach. Parce que autant Catalyseur c'était une map très courte, il avait fait des Hydra. Tarklin, la map d'avant qui est inspirée de Diablo. Ouais, je l'ai plus là. Ouais hein. C'est une map relativement longue et il avait fait des Hydra. C'est pas ça? C'est proche non? Non, Il y merde. a un R et C'est un l'acte 1. 3, putain. Bah on va l'appeler Acte 3. Du coup Acte 3 c'était une map relativement longue. Ah, je l'ai plus. Et il avait pourtant décidé de faire des Hydra. Donc j'avoue que j'aimerais bien un peu pick his brain, un petit peu comprendre quel est le raisonnement derrière le choix de ces technologies. Ou est-ce que c'est genre juste au feeling, I've got the feeling quoi. I got a feeling. Elle est pas mal petite cette carte aussi, hein. Donc du coup là ce petit push qui arrive, mine de rien, 2 tanks, une bonne pelletée de marine, 16 même exactement. C'est vrai. En vrai il est très bien positionné avec 3 medivacs pour aider là. Ouais. Snot qui a pas ses roaches en place là.
Cette Non. B4 elle me paraît condamnée déjà. C'est vrai, elle paraît effectivement. Travincal, merci. Travincal, forêt de courage. Travincal. Ouais, Travincal. J'étais pas si loin. Hein. Travinsal, je sais plus ce que t'as dit. Non. Traveloquin. Non. C'est- Arrête tout de suite. Arrête. T'étais très loin, tu J'ai m'as pas fait du aidé à mal à retrouver. mon enfance. Voilà. Non mais Mais, t'étais trop loin pour que je te retrouve, donc voilà. Et la B4 qui va être tenue, mais par contre ça a coûté super cher à Snoot là. Là ce qu'il vient de donner, je pense toujours pas géré. Attends, Ouais, tu me diras. et puis là, mec, il va commencer à perdre des Oh queens. la Hein. vache, le recto d'année. Non mais et là la perte des queens elle est dramatique hein, parce que Snoot concrètement la queen c'est pas juste un pilier, c'est voilà, c'est une péninsule pour son style de jeu. Je savais plus c'était quoi la phrase exactement. Toujours est-il que là C'est il un va rock. c'est un rock, que dis-je, une péninsule. Et là c'est la B4 qui tombe, la B3 qui va du coup se retrouver insommablement menacée, mais surtout en fait qui est sursaturée parce que dans le style de Snoot, tu fais tes drones relativement rapidement, ils sont sortis, ces drones là ils devaient aller sur la B4, ils se retrouvent à miner sur la B3 et du coup ils vont être peu efficaces. Bon, ils vont avoir quand même un peu d'efficacité, mais là avec les marines qui sont directement là pour les menacer, ça va être très difficile. Ouais, ça va être compliqué là. Snoot qui est en train de se faire mettre une oméga pression et qui, ce coup-ci, n'aura pas réussi à mettre en place les fameux 70 drones dont il a besoin. Et là, il va se faire câliner en plus ses ravageurs au fur et à mesure, même si on finit par se débarrasser des tanks. Et même Optimus, tu vois, en reculant et en prenant le temps, je pense qu'il prend une bonne décision dans cette game, car il est en contrôle et que c'est juste pas le moment en fait de donner trop d'unités de manière un peu mécanique. Il prend son temps, il ouvre un petit peu le débat en allant chercher un drop de l'autre côté de la carte. C'est moi, il a pas le shield. Il a le shield, ok, c'est juste que le skin des marines et la distance me faisait croire qu'il avait pas le shield. Mais voilà, c'est le terrain qui est en train de snowball tout simplement. Hein. Ouais, et pour le coup, c'est très efficace contre un Pokémon de type plante comme Snoot, hein, qui a des velléités végétatives en début de partie en général, et qui pour le coup se fait sanctionner par le givre de son adversaire. 15 drones qui ont été envoyés en tapis et toujours plus de drones qui vont commencer à tomber, même si ici on va perdre le Medivac. Ça target très bien les drones hein, de la part d'Optimus et Snoot qui paraît incapable de réagir. Mais encore une fois, hein, ne jugez pas trop vite le niveau de Snoot. Snoot c'est un joueur qui joue généralement avec la force de l'habitude notamment. Et pour le coup, le plonger comme ça dans un milieu nouveau comme dans des maps complètement nouvelles, c'est un peu comme un poisson d'eau douce dans de l'eau de mer. Ouais, mais il se peut-être- noie. Ouais, il y a peut-être des difficultés en TVZ aussi, hein, tout simplement. Mais Peut-être, c'est vrai que moi je le trouvais impressionnant dans la game numéro 1 et puis en fait au fur et à mesure il s'est fait gratter par des ghosts et il est en train de perdre les pédales. Et là clairement dans cette game, quand en mid game tu te prends 52 pop par un joueur Terran qui est ultra rentable avec ses unités et que tu joues, t'es forcé à jouer Roach Ravageur avec des upgrades assez médiocres pour le moment puisqu'on a même pas le plus 1 d'attaque. Bah voilà, là ce trade il est génial pour le joueur Terran, il va récupérer du Ravageur les uns à la suite des autres, les tanks sont toujours pas gérés, il en reste un en bas. Et c'est l'empalette totale pour Liquid Snoot, très bon positionnement de tank. GG 2-0 pour Optimus. Un 2-0 assez sec hein. Par ailleurs, au-delà du début de la première partie où encore une fois Optimus prend un rôle de victime. Par la suite quand il est à l'aise dans son jeu ça se passe très bien pour le joueur néerlandais. Ouais. Donc encore une fois on est sur du full of 3, ce qui veut dire qu'on joue l'intégralité des 3 maps contrairement à un BO3 où on se serait arrêté ici puisque Optimus en est à 2-0. Et on va être sur Treachery, donc la 3ème map de ce BO, et assez curieux du coup de la découvrir avec vous sur Gaming TV. C'est maintenant. Et le score est bon, puisqu'ils oui. ont échangé de couleur. Eh oui, Ouais, du coup je me suis fait baiser. bye bye. En haut à gauche, pour les Pays-Bas. Et pour la team Revolution, il s'agit de Optimus. Le Optimum. Et on nous dit attention, c'est marrant cette tendance qu'ils ont eu sur les dernières maps à vraiment mettre des gros signaux genre c'est ici que des Reapers monteront si des Reapers montent. Gardez une unité à cet endroit là. Ok, très bien. Non mais c'est bien de mentionner ça pour les joueurs les plus débutants qui se demandent peut-être pourquoi un faucheur est en train de prendre toute leur économie. C'est vrai, c'est important à savoir. Du coup, Treachery, une map avec une B2 très grande et surtout une Sacrée ouverture. Hein. sacrée ouverture. Hein. Je suis même pas sûr qu'on puisse parler de goulot d'étranglement parce que concrètement, l'étranglement d'un point à un autre n'est pas très important. Une B3 éventuellement qui pourrait se prendre au low ground de la B1, mais on pourrait également partir en horizontal au niveau de cet emplacement qui apparemment est marqué du chiffre 8. Voilà d'ailleurs, non, il n'y a pas de. Ou L7. Bah, oui, Ou L9. Ou L7 ou L9 parce que là il y a y a 1, là il y a 1, là il y a 9, Ah, là il y a 9, là il y a rien. ça ne fait aucun sens. 5, Ah. putain. Et du coup là c'était quoi? Est-ce que c'était 2? Bonne question. Bah ouais, ça devait être 2 parce qu'il y a le 2 là, mais what the 0. Interesting. Ah, ils sont complètement sous crack les Peut-être que mapmakers. c'est, peut-être que je sais pas, c'est le
le code. Mais ça se trouve, en fait, le mec il a mis le code de sa carte bleue sur la map et tout. Ça serait rigolo. Now we are actually casting from replays, so Wardy is not live because of that. Because it's been played today, earlier, Yes. or maybe yesterday, I don't know. But this is a rerun, in a way. But in French. C'est ça. Because la baguette du fromage. La Factory qui est rajoutée du côté de Optimus. Et le bon snooté parti sur une poule certes first pour un speedling rapide, mais point pour faire le gros nombre de Zerglings qui lui aurait permis de passer à l'agression. Reaper pendant ça qui traverse la map. Va-t-il passer? Oh, ils ont mis le logo, l'avatar disponible in-game sur la map. Voilà. Comment ça, l'avatar disponible in-game? Ça, c'est un truc que tu peux avoir en avatar. Ah ouais? Ouais. D'accord, ils l'ont mis sur la map. Et j'oublie c'est quoi son nom, mais je trouve que c'est un joli avatar. Enfin, il y a pire. Alright. Alors, le Reaper qui vient essayer de gratter un petit peu. On va forcer une sport. Allez, faut prendre ce drone. Oui. Joli. Belle opération, hein. C'est clairement pas un truc qu'on voit tous les jours. En 2018, dans ce match-up-ci, une espèce de matrice à gaz Vespen qui se trouve juste là également. Très très joli, très agréable. Le travail qui est fait par les mapmakers d'un point de vue design visuel en tous les cas est généralement très très propre, même si ici, bon, forcément ça nous rappelle moult maps, moult monde ruche quelque part un petit peu hein, dans l'idée de Terran, toutes ces cités surpeuplées, surhabitées. Il y a tellement plus de place qu'il faut vivre au bord de l'espace justement. C'est rude. Oui. Après, d'un point de vue luminosité, ça doit être pas mal. Ouais, et d'un point de vue radiation, ça doit être pas mal aussi. Ça doit être pas mal aussi. Parce que dans l'espace, Et il doit faire un peu froid aussi. Tu Ouais. peux pas ouvrir ton quadruple vitrage. non. Allez, le Reaper qui va essayer de s'en sortir. Il a une petite cliff à utiliser ici. Du coup, les Zerglings qui ne parviendront pas à le choper. Voilà, ça c'est le petit côté taquin hein, de Optimus qui remonte, qui redescend, qui vient voir un petit peu le positionnement des Zerglings, tandis que les Hélions arrivent pour l'interception. Ouais, non, mais même dès le début de game, en fait, à chaque fois, Snot se fait mettre une sacrée pression par Optimus sur des choses assez simples en somme toute. Hein. Ouais, somme toute assez simple et C'est les défenseurs de l'humanité des missions Nova. TKL, qui ça? le symbole. Ah bon? Ouais. Ok. Non mais parce qu'il l'avait utilisé pour autre chose, il avait sorti en même temps que l'image d'une échelle et celle de Notice Me Senpai. Et genre Ah ouais à base ils voulaient faire choisir les trois émotes et au final je crois qu'ils ont mis les trois dans le jeu. Ah d'accord, ok. Voilà. I didn't know that. Well I did, and then I told you. Les Hélions supplémentaires ici qui ont nettoyé ce petit Zergling, mais surtout on a produit un corbeau qui revient un petit peu voilà, dans le match-up. Il est plutôt cool, notamment pour mettre sa matrice d'interférence sur les queens, mais aussi voilà pour la fameuse auto-tourelle hein, qui est revenue. Les joueurs Terran et notamment Major qui avaient clairement fait signifier à Blizzard que c'était une vachement moins bonne unité si elle n'avait pas d'auto-tourelle. Intéressant. Ouais, je pensais que, tu vois, genre, le nouveau Raven était quand même une unité un peu plus, globalement plus intéressante, quoi. Bah, Après, l'auto-tourelle, elle a un potentiel de ouf, et surtout en ZVT, parce que bon, voilà, t'as pas d'anti-air vraiment reliable pour aller chercher le Raven. Mais quand même, je trouve ça intéressant. Ouais, J'aime bien la nouvelle mouture du Raven, quand même, que je trouve un petit peu plus aboutie. Je trouvais que l'unité était un peu limite avant, quoi. Ah ouais, et puis moi j'aimais bien le côté que ce soit purement une unité de soutien, tu vois, genre vraiment des sorts de soutien, un petit peu à l'instar de beaucoup d'autres spellcasters dans le jeu. Mais bon, ça n'a pas été le choix de la part de la communauté et du coup de Blizzard, qui écoute sa communauté ces dernières années mine de rien. Faut continuer à faire vivre le jeu que vous aimez, les cryptumeurs qui sont attrapés instantanément par Optimus, c'est très bien. Hein, ah, ça c'est écrit en français puisqu'il a l'accent. Ouais, même un peu plus haut, là, t'avais écrit labo de recherche, je crois. Ah ouais? Ouais. Je sais plus. Est-ce que ça serait pas Philosor qui a fait cette map? Je ne sais pas. Ce serait incroyable. Où est la bonne recherche? Et du Non, coup, mais ça se trouve, ce truc-là, il est traduit instantanément, tu vois. Et du coup, ça serait, ça se trouve, ça serait le Oh, code de là, carte il y a du bleue drone de qui est en train de cramer B1, je crois. Philosor. Liberator. Non, Autotourelle. Ah, auto-tourelle, autant pour moi. Le Raven est toujours vivant. Le wall qui se clôture, c'est bien fait. Ouais, le Raven est toujours vivant. On a fermé le wall. On évite la même erreur que tout à l'heure contre Solar. Où concrètement, il avait perdu à cause de ça. Et du coup, cette grosse masse de Zerglings qui a été un peu produite dans le vent. Et du coup, bah, tous ces Zerglings qui auraient pu être des drones n'en sont pas. On a néanmoins un gros avantage en termes de récolteurs du côté du joueur norvégien. La problématique, c'est que bah
rien n'empêche Optimus de mettre encore une fois une très grosse pression sur les épaules de son adversaire. Il va vraisemblablement attendre son 1-1, mais du coup ça va lui faire temporiser également son deuxième tank, et il a conservé ses Hélions en vie, et Ouais. du coup ça pourrait être des Hellbat parce que tu auras un C'est point terminé, tu vas vouloir faire une armurerie. Du coup ça va être vachement punchy en fait. Le Raven qui revient B1, je crois, qui vient de dropper une auto-tourelle, qui va aller chercher un petit peu de dégâts. Avec un très bon Disons. focus sur les drones. Hein. Ah ouais, putain, 4 drones pour ça, c'est marrant d'ailleurs, hein. Il a pas pull les drones du tout, Snot, alors que c'était quand même un peu la réaction basique hein, face à au harcèlement auto-tourelle, Ouais. d'accepter qu'elle allait mourir d'elle-même et éviter le maximum de dégâts. Mais ouais, t'as raison de mentionner hein, ce premier timing qui peut être vraiment fort. Après, pour Optimus, il n'y a pas beaucoup trop d'autres opportunités de faire mal en mid-game. Ça va vraiment être ce gros timing regroupé, 1-1, bouclier de combat, 2 tanks, quelques Hellbat qu'il a réussi à maintenir en vie. 6, c'est quand même pas mal, hein, c'est un bon chiffre. Franchement, il y a une opportunité hein, pour Optimus, d'autant que du côté de chez Snot, on drop la Spire ainsi que le Bata Infestor. C'est beaucoup quand même. Bah ça semble indiquer qu'il va dans un premier temps faire des unités, que ce soit muto ou corrupteur, plus vraisemblablement corrupteur, hein, connaissant l'animal, avant de vouloir directement tecker sur les Broodlords, hein, contrairement au fait de poser votre Spire pendant que le T3 se construit. Comme ça, quand vous lancez vos corrupteurs, le T3 se termine et vous lancez les Broodlords quasiment le plus tôt possible et imaginable. Grosse pression d'un côté avec des marines, petite pression de l'autre avec les lions. Ceci étant dit, il ne faut pas sous-estimer l'une ou l'autre, hein, parce que sinon ça dérape très très vite, comme on a pu le voir à la partie précédente. Ouais, on va tenter de run by les Hélions, il en reste 4 et les 2 Hélions les mieux en termes de santé sont devant. Voilà, en plus là vous l'avez vu, hein, Snot qui voulait aller gérer ça le plus rapidement possible, sauf qu'il a vu que ça se transformait en Hellbat, donc nécessairement avec des Zerglings on est moins intéressé. Et il va commencer à nous prendre une position intéressante là sur le flanc gauche. Ouais, les tanks qui siègent. C'est dommage de pas. Enfin, je pense qu'il a vu les Zerglings, il a un peu flippé, hein, mais c'est dommage de pas avoir au moins un tank qui a essayé de s'avancer ici. Tu peux aussi utiliser le minerai ici, pourquoi pas, pour couvrir un de tes tanks. Par contre, Snoot, ok, qui repart avec une grosse pression. Il y a So, mais les Zerglings ici qui essayent de faire une grosse pression. Il n'y a pas de vrai wall, mine de rien. On va se mettre en mode siège en urgence histoire d'aider à gérer ça. Et les traditionnels 3 axes hein, de la part d'Optimus, enfin, c'est vraiment lui qui fait ça. C'est 3 axes qui posent sur sa B3, comme ça, boum, d'entrée de jeu, des laptech qui sont rajoutés. Et en vrai, je serais même pas étonné de voir une académie fantôme être posée incessamment sous peu. En hein. tout cas, ça a l'air d'être son style de jeu. On a eu 2 Raven enfin 2 auto-tourelles qui sont allés reprendre un peu d'économie et un double drop qui a trouvé son chemin dans la main. Il n'y a pas vraiment de défense, donc ça c'est très bon pour le bon Optimus qui va repousser un max d'économie et tuer 5 drones au total. On a ouvert le chemin sur la gauche. Il est en train de se faire out multitask tout simplement, Liquid Snot. Ouais. Même si d'un point de vue population, il s'en sort pas trop mal, il est en train de prendre un peu cher là sur cette séquence. Ouais, on parle pas de la chanteuse, les Zerglings ici qui vont se faire attraper. Bon focus des Benling de la part des tanks qui va Super. permettre de redropper les marines directement au contact des Zerglings. Certes, il est en train de les perdre, mais il maintient aussi les Zerglings de ce côté-là de la map. Alors qu'il est en train de faire son 2-2, alors que ces 3 laptech, enfin que ces 3 racks avec laptech sont en train de tourner en continu. Ah ok, non, il était parti pour lancer le Fusion Core en premier au début. Il veut dire changement d'épaule pour le fusil. Mais ici, non, on repart effectivement sur l'Académie Fantôme. Le 2-2 qui est envoyé. Ça balance une Ultra S caverne et du coup ça fait fausse infestation Spire T3, caverne Ultra S que Crackling, donc très similaire à la game 1. Et autant peut-être que la map se prête un peu plus aux Ultra qu'à la précédente, Ouais, non, clairement. autant je suis pas pour autant convaincu de ce choix, tu vois. Ok. Je pense qu'à l'heure actuelle, l'unité supérieure est le Broodlord, contre terre dans tous les cas. Scavo, merci à toi. Wesh Scavo, bien ou bien? Merci beaucoup de rejoindre la road to poutre. Bah, disons qu'au final, là, il arrive à stabiliser. Enfin, tout à l'heure, à ce moment-là de la game, il avait 52 pop de retard de Snut. Là, il a de la banque et il a 32 pop d'avance avec une technologie qui commence à se mettre en place. Alors, je suis d'accord avec toi, les Ultralistes qui sont toujours dans une position un peu perturbante hein, dans StarCraft 2 où par moment ils vont tout simplement gagner la game instantanément par leur présence et leur armure super élevée ou alors se faire noober par des structures, par de la topographie. On n'y est pas encore. Optimus il a tout simplement pas l'armée pour tester ça. Il a une B4 qui est super late, il se l'est d'ailleurs fait cancel. Là ce double drop il va faire un peu de dégâts mais il va mourir je pense. Ah il a le boost. Os. Mais Dommage. Oui, à gauche. le corrupteur se déplace très vite, hein, ce qui a permis de mettre le dernier shot pour finir ça. Autre pression du coup qui arrive ici. On va reprendre quelques Zerglings, ces Zerglings qui n'ont pas encore le crackling par ailleurs et qui ne vont pas du coup réussir à tuer beaucoup d'unités dans ce drop. B4 comme tu le disais un petit peu tard, mais qui va finir par pointer le bout de son petit nez, potentiellement petit nez qui sera équipé d'un canon. Puisque ça risque de devenir une PF à terme pour aider à défendre. Et en plus tu peux prendre la gold en B4 hein. Ouais c'est ça, la gold elle est vachement facile à prendre là sur cette carte. Elle est tout à fait bien située par rapport à ta B3. D'ailleurs étonnant que Snot fasse pas un peu plus de mouvement vers celle-ci. Bah en même temps non, il s'est tellement fait balader sur cette map. ouais mais
Tu vois, c'est peut-être la game où je dirais que, genre, de manière la plus obvious, il s'est fait un peu balader, il s'est fait un peu banane, et pourtant, je pense que c'est la game qui va gagner. Parce qu'il Ouais. est bien quand même. Et qu'il a 42 pop d'avance, il a 2000 en banque. Alors, bon, l'empale est tout à fait possible. Hein, si Oui. le mec il arrive et qu'il se retrouve face à 15 ghosts et qu'il perd tous ses ultralisques instantanément, c'est aussi ça qui lui a perdu la game 1. Hein. Il a fait 12 ultras, qu'il a tout perdu, et il a perdu tous les ultras d'un coup. Donc, Oui, donc ça a fait très très mal effectivement d'un point de vue financier principalement, puisque tu t'investis très fort sur une technologie censée être justement très forte et qui pour le coup se rend complètement inutile. Mais on verra du coup si c'est le retour du prophète Funka bien sûr parmi les mortels avec un call pour la victoire de Snoot ici qui effectivement mène au supply de 30, enfin au supply armé de 30. Ceci étant dit, il est en train de faire des corrupteurs à l'heure actuelle, il est en train de faire des zerglings qui certes vont avoir le crackling mais vont bientôt se retrouver face à une masse. ouais, non, c'est un bug. Ouais, je vais faire. Alors. ouais, non. C'est pas la première fois en plus, c'est marrant, ça le fait tout le temps avec les ghosts. Mais est-ce que c'est pas les ghosts avec ce skin? Peut-être. Qui est le skin du coup des missions Nova. C'est Non ça, je crois que c'est ça. Ouais. Non, peut-être pas. Hein. Bah si, c'est les femmes, Si. c'est celles qui ont le booty là. Ah, ok, d'accord. Regarde-moi that booty. Ouais, sick booty. Un Ranjaluma là. Ok, bon. Ouais. Alors quand tu commences à perdre des ghosts simplement contre une petite portée de Zergling, c'est compliqué. Le Oui. trade est pas bon. Après maintenant là on a l'économie qui est en train de se développer très vénère hein, côté Terran puisqu'on vient de se sécuriser la PF sur la gold. On a 3700 de mine la minute. Ouais, mais en fait il avait un peu oublié le cloak parce que au début il a pas du tout kité. Je pense qu'il a voulu activer son cloak et qu'il a réalisé pendant que ses ghosts mouraient que ces dernières ne bénéficiaient du coup pas encore du cloak. Des petits drops ici qui essayent de forcer un petit peu l'attention de Snoot. Voilà, on va difficilement prendre grand chose dans ces moments là à ce stade de la game, mais en fait le joueur Zerg ou peu importe la race, mais quand il y a un drop comme ça d'unité terrain, t'es obligé de ramener des unités pour le gérer parce qu'en fait si tu le fais pas, à terme elles vont effectivement faire du dégât, c'est pas juste elles vont finir par mourir d'elles-mêmes. Ah, non, 8 marine 3-3 c'est la fin de ta ligne de minerai hein, si tu réagis pas. Hein. Clairement la queen sera pas suffisante. Big up Ulcrim qui est là depuis 6 mois. Mais ouais, bon bah là il a cette énorme composition à base de Mass Ghost qui a l'air d'être vraiment la méta TVZ du moment. Ouais. Et on le sait, hein, ça se joue à une prise de fight, ça se joue à une exécution, ça se joue à une capacité en fait à Snut à aller foutre le bordel dans la ligne de Ghost et empêcher que tous les snipes connectent. Indeed. La question c'est le peut-il et il vient de terminer la Greater Spire. Ce qui pour moi en fait l'aidera à faire ça c'est parce que du coup les ghosts sont très forts individuellement contre les ultras ou contre les broodlords, mais une fois que tu as les deux, bah en fait le scénario devient tout de suite plus compliqué puisque les ultras vont en fait un peu tanker les snipes pour les broodlords et les broodlords vont envoyer leurs broodlings qui vont cancel les snipes, donc les ultras vont survivre. Donc enfin il y a potentiel de cercle vertueux un petit peu avec l'ultimate T3 du joueur Zerg. Attention ici l'Académie Fantôme qui est extrêmement exposée et qu'on n'a pas le droit de perdre parce qu'il faut pouvoir produire des ghosts et il l'a perdu. Ce qui va être un coup dur mine de rien pour le bon Optimus qui en plus pendant ce temps-là se met de pression directement sur sa PF. Ce sont des cracklings et derrière il y a des bellings qui pourraient aller directement dans la PF. Mais non, on va foncer droit vers la bio. Et manque de split là de la part de Optimus qui a cloqué l'intégralité de ses ghosts mais qui va prendre et la PF et encore une fois beaucoup de fantômes. Et avec la très bonne banque de Liquid Snut, il faut que Optimus fasse du mouvement et qu'il le fasse le plus rapidement possible, notamment se débarrasser peut-être des bases sur le flanc est parce qu'on commence à bien se mettre hein, du côté de chez Snut et même si là par exemple tout de suite maintenant on a très peu de Baning et on en a besoin, il est en train de reproduire 80 Zerglings donc il va avoir de quoi faire. Bon là par contre un petit peu optimiste hein. C'est ça. Non, il faut arrêter là par contre de faire des cocons de broodlord juste au-dessus des marines 3-3. C'est pas une bonne idée de manière générale hein, parce que pour le coup le marine ça a des tendances à contrer le broodlord surtout quand il est dans une forme de cocon. Et d'ailleurs des marines on est en train de rajouter à l'instant hein, parce que pendant très longtemps on n'a pas pu produire de ghost, on était en train de refaire la Ghost Academy, on est également en train de faire des libérateurs mais contrairement à la partie précédente on n'est pas en train de les faire 5 par 5 avec une portée libérateur qui serait terminée. Non, on a que le plus 1 d'attaque pour les libérateurs et ça va commencer à poser problème en fait. Ouais. Après là cette reprod là elle est cool quand même hein. Il y a beaucoup de Bane. Il y a de l'Ultralisk. Non il en reste 1, 2, 3. Ouais 3 Ultralisk, 3 Broodlord et une chier de Bane. Et c'est les Bane hein, qui sont vraiment là, le truc qui complète je pense cette composition. C'est la présence des Banelings qui vont aller forcer en fait les ghosts à bouger. Et quand les ghosts bougent ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de sniper. Résultat l'intégralité de ton unité ne sert pas à grand chose. On va cloak et on va perdre les Broodlords instantanément. Je vois pas comment tu le défends. Quoique quelques... Ouais non mais la concave est énorme. TKL, ça paraît compliqué ça pour Optimus. Ouais là c'est un peu un God Baited Sun. Et effectivement les ghosts qui se retrouvent tous dans la ligne de minerai piégés face aux Bane détectés par les 9 par les mêmes 10 vigilants de Snoot. Et ici il y a
Après, les supply armés sont relativement close. Ouais. Attends qu'il appuie sur Z. Hein. Voilà, c'est fait. Ah. Ouais, du non, coup, mais c'est ça va moins aller vite, close. hein. Voilà, c'est un peu moins close. Et puis surtout, il a toujours pas géré les ultras. Il a plus d'énergie sur ses gosses, donc il a pas vraiment de défense disponible. Il reste 3 ultralistes qui sont en train de faire chomp. Bon, il va finir par les perdre néanmoins. Ouais. Il reste des libérateurs. Il est en train de Qu'est-ce qui se reproduire passe des à droite? ghosts. Ok. C'était des cracklings qui venaient pour essayer de choper cette PF. Malheureusement, ça ne se produira pas. Enfin, malheureusement pour Snoot. Et ouais, il a perdu beaucoup Optimus. Mais en fait, tant qu'il perd pas cette Ghost Academy une nouvelle fois, je vois une solution éventuelle pour lui. Enfin, ok, non. Je dis éventuelle. Ouais. Non, mais surtout que tu mentionnes le fait qu'il perde sa Ghost Academy alors qu'il y a 50 cracklings à côté. Qui arrive à que- côté. Je pense qu'effectivement la Ghost Academy était un peu en difficulté. Ah non, effectivement, ça Et au s'avère. moins ils se sont partagés les cartes. Au moins oui. on n'a pas eu un gros 3-0 bien sale quoi. Non, Ce clairement. qui est quand même plutôt cool parce Oui. que jusqu'à maintenant on avait eu le droit qu'à ça. Donc 2-1 victoire de l'ami Optimem. Tout à Au fait. final, il nous reste à vous proposer un TVT Optimus contre Innovation. Oui, Et ensuite ce sera Liquid Snoot contre Innovation, donc un TVZ. Du coup, deux gros matchs avec le joueur coréen, notamment The Machine. Ne nous quittez pas sur Gaming TV, on continue le Team Liquid Map Contest. A tout de suite.